Bonjour. Alors, on commence aujourd'hui un nouveau chapitre. On commence, dans le fond, la partie de la mécanique. Donc, aujourd'hui, on va parler des différents mouvements et je vais t'inviter à prendre ton cahier de notes de cours à la page 1. Donc, on va commencer avec les mouvements dans les différents milieux. Donc, on va vous donner, par exemple, l'air et l'eau comme étant des milieux. Alors, on s'entend qu'un objet qui va tomber dans l'air ne va pas tomber de la même façon que dans l'eau. Donc, si je laisse tomber quelque chose dans l'air, va tomber, par exemple, je prends une balle, donc la balle va tomber directement d'un mouvement rectiligne et assez rapide. Eh bien, c'est ce qu'on veut définir ici. Donc, la trajectoire d'un objet que je laisse tomber dans l'air sera rectiligne et sa vitesse rapide. Et on pourrait identifier juste par un petit symbole ici que ça va tomber de façon en ligne droite. J'essaie de faire une flèche, c'est pas évident. Donc, j'ai fait une petite flèche ici pour dire que ça tombe en ligne droite. Tandis que quand je laisse tomber quelque chose dans l'eau, ben, ça va se promener un petit peu de façon aléatoire pour se rendre au fond de l'eau. Donc, la trajectoire, à ce moment-là, justement, on va dire que la trajectoire est aléatoire quand on laisse tomber un objet dans l'eau et que la vitesse, elle est plus lente. Et comme petit dessin, je vais juste me faire une espèce de petit zigzag pour dire que ça tombe tranquillement. Et là, on s'entend que c'est des généralités. Parce que une feuille morte que je laisse tomber dans l'air aura le même effet qu'un objet qui tombe dans l'eau. Parce que, effectivement, la feuille étant tellement légère et l'air apportant quand même une certaine friction, va faire en sorte que la feuille va aussi avoir une trajectoire aléatoire. On va en reparler un petit peu plus tard. Mais de façon générale, un objet qu'on laisse tomber dans l'air va tomber directement. Donc, de façon rectiligne, tandis qu'un objet qui tomberait dans l'eau, ben, il y aurait une trajectoire aléatoire de par, justement, la friction de l'eau. Alors, nos différents mouvements aussi, on peut les percevoir beaucoup par les yeux. Hein, ce qu'on vient de dire, c'est des choses qu'on voit avec les yeux, mais ça peut être de d'autres façons aussi ou avec d'autres sens. Par exemple, les odeurs. Donc, les odeurs vont se disperser avec de la diffusion. Donc, une odeur va partir d'un endroit et va prendre tout l'espace qui lui est accordé. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elle va se déplacer plutôt par une diffusion. Donc, tu peux penser à une odeur que tu vas sentir quand tu te promènes sur la route, puis ça peut sentir la porcherie. Donc, à ce moment-là, l'odeur s'est rendue à toi, donc il y a eu un mouvement de l'odeur. Même chose pour un parfum qu'on ouvre dans une pièce ou un Febreze qu'on met dans une salle de bain. Donc, l'odeur va se diffuser et va se rendre jusqu'à nous. Donc, l'odeur peut aussi avoir un certain mouvement. Ensuite, pour le toucher, eh bien, parfois, ça peut être nos sens du toucher qui vont nous indiquer un mouvement. Par exemple, quand tu sens quelque chose sur ta peau, donc ça peut être quand tu t'habilles le matin, tu sens tes vêtements, ça peut être quand tu vas chez le physiothérapeute, il te fait des manipulations parce que tu t'es fait mal à la cheville ou autre, donc tu vas sentir le mouvement de ses mains sur ta peau. Donc, le toucher peut aussi nous amener la perception du mouvement. Et finalement, l'ouïe, donc ce qu'on peut entendre, on peut entendre un mouvement. Un hélicoptère qui va passer dans le ciel, on va l'entendre passer de gauche à droite, d'en haut en bas, et parfois on le voit pas. Ça peut être une journée nuageuse, on ne le voit pas, mais on entend le son et on entend que le son se déplace. Même chose pour une voiture d'urgence, donc policier, une ambulance, etc. Quand les sirènes sont allumées, on va l'entendre passer. On sait qu'elle est derrière, puis boum, elle passe à côté de nous, puis tout d'un coup, elle est rendue en avant. On l'a pas nécessairement vu avec le trafic et tout, mais on l'a entendu. Donc, nos sens peuvent aussi nous aider à percevoir du mouvement. C'est souvent les yeux, mais pas seulement les yeux. On peut aussi percevoir le mouvement par des instruments. Donc, parfois, nos yeux peuvent pas nous indiquer certains mouvements. Je pense, par exemple, à des légers tremblements de terre. Donc, les tremblements de terre, on va commencer à les sentir autour d'une incidence de 3 ou 4 sur le ciel de Richter. Donc, quand c'est à un niveau 3, un niveau 4, on peut commencer à les sentir ou à les entendre. Les objets peuvent vibrer un petit peu. Mais en bas de ça, notre corps ne va pas les percevoir. Par contre, un sismographe, lui, va être capable de percevoir le tremblement de terre ou le léger séisme. Donc, entre autres, quand on regarde dans des régions comme en Californie, là, il y en a pratiquement à tous les jours. Donc, le sol, il branle, il bouge presque à tous les jours. Mais c'est pas à un niveau de 3, 4, 5 sur le sol de Richter, c'est peut-être à 1 virgule quelque chose. Donc, les sismographes vont être capables de percevoir des mouvements que nous, les humains, on n'est pas capable de percevoir. Autre instrument qui va nous aider, le microscope.
Donc, les choses qui sont très, très, très petites, on les voit pas à l'œil nu, par exemple des bactéries, mais ça peut être n'importe quel autre micro-organisme qui est très petit. Donc, le microscope va nous aider. Et à l'inverse, quelque chose qui est très, très, très loin, bien, on va le regarder avec un télescope. Donc, par exemple, je parle des exoplanètes. Et là, ça prend même plus qu'un télescope. Là, ça prend quelque chose de vraiment très puissant. Ça pourrait être, bon, un télescope va nous permettre de voir les planètes dans notre système solaire, ou encore, justement, des télescopes très puissants permettent de découvrir des planètes qui sont dans d'autres systèmes solaires. Donc, ça fait le tour un petit peu des différents milieux dans lesquels on va voir les mouvements, des sens qui vont nous les faire découvrir et des instruments. Maintenant, dans la catégorie des types de mouvements qu'on va analyser, eh bien, il va y avoir naturellement le mouvement rectiligne. Le mouvement rectiligne, comme on voit ici avec un train sur des rails de chemin de fer qui s'en vont là, directement parallèles l'une à l'autre en ligne droite. Mais ça pourrait être autre chose aussi. Donc, j'ai marqué la porte patio. Donc, si vous avez ça pour sortir dehors, souvent en arrière, sortir dans la cour là, de vos maisons, on a une porte qui glisse sur des rails. Il y a plusieurs fenêtres aussi qui peuvent être des fenêtres qui glissent sur des rails. Les tiroirs aussi, donc les tiroirs de vos bureaux, ce sont des mouvements qui sont rectilignes. Le mouvement curviligne, c'est un mouvement qui va nous intéresser beaucoup cette année quand on va parler des différents projectiles. Donc, ça peut être le mouvement d'un ballon. Ok, donc c'est ce qu'on représente ici, un ballon de basketball qui s'en va dans le panier. Donc, on va faire un mouvement qui va aller en montant et ensuite en redescendant. Donc, on parle de volleyball, de basketball, donc beaucoup de sports de balle, c'est le mouvement curviligne. Mais que ce soit n'importe quel projectile, tout objet qu'on lance, ou encore une balle de fusil, c'est comme, on peut faire beaucoup de problèmes mathématiques et beaucoup de problèmes de physique avec ça. Donc, le mouvement d'une balle, quelque chose ça peut être lancé à l'horizontale, mais qui finalement va avoir la gravité et qui va avoir tendance à redescendre. Donc, tu vois que ça fait le mouvement, pas le mouvement, mais la forme d'une parabole. Il y a le mouvement circulaire, donc un mouvement qui fait un cercle. On vous présente la grande roue ici, mais je pourrais vous parler aussi d'une poignée de porte, hein, qui va avoir un mouvement circulaire. Et quand on parle d'un mouvement quelconque, c'est en lien avec un mouvement qui serait aléatoire. Donc, l'oiseau qui vole dans le ciel, nous, on ne sait pas trop où est-ce qu'il s'en va. Il est aussi dévié par le vent, ce qui fait que parfois, il s'en va même pas où est-ce que lui-même veut directement aller. Et la feuille d'arbre, que j'avais parlé tantôt, qui tombe dans l'air, donc on va avoir un mouvement aussi qui est aléatoire. Donc, les différents mouvements qui sont possibles. Si on s'en va ensuite à la page 2 de ton document, alors là, on va nous montrer que le mouvement, il n'est pas perçu de la même façon selon l'endroit où se trouve l'observateur. Donc, on vous dit que la perception du mouvement d'un objet par un observateur va dépendre de sa position à lui. Donc, il pourrait y avoir 3 observateurs différents, positionnés à des endroits différents, et ils ne verront pas la même chose. Et moi, ce que je vais regarder avec vous autres aujourd'hui, c'est le dernier exemple qu'on avait mis, celui d'une balle. Et là, je me suis amené une planche, je ne sais pas si on va bien voir. Donc, faire l'image un peu comme tu as sur ton dessin. Donc, il y a une balle, la balle va rebondir une fois, va rebondir 2 fois. Alors, ce qu'on appelle le mouvement de côté, c'est ce que je te montre présentement à l'écran. Donc, toi, tu es un observateur qui est placé sur le côté et tu vois le mouvement de la balle. Donc, pour la vue de côté, c'est exactement la même chose que l'on voit présentement. Donc, premièrement, je vais, comme ça ici, dessiner ma petite balle en rouge et mon mouvement, je l'ai déjà dessiné parce que c'était un peu difficile au crayon, là, puis je voulais être sûre de ne pas rater mon coup. Donc, le mouvement, c'est exactement ce que tu vois qui est dessiné en haut parce que la vue qu'on vous a montrée, c'est justement la vue de côté. Là, je me suis fait une flèche pour te montrer la vue de côté. Et j'ai mis le mouvement en bleu et une petite flèche au bout pour identifier, dans le fond, le sens de ton mouvement. Maintenant, l'observateur, là, je l'avais mis sur le côté, mais je pourrais le mettre ailleurs. Donc, je pourrais mettre l'observateur sur le dessus. Donc, par exemple, l'observateur qui serait sur le dessus serait en haut de ma planche. Donc, pour te le montrer, toi, c'est comme si je mettais la planche comme ça ici et que je faisais le mouvement de cette façon-là. OK? Donc, toi, ce que tu vois, dans le fond, c'est que tu vois que la balle se déplace comme ça ici. Tu ne vois plus vraiment le mouvement dans l'autre sens. Bon, un petit peu parce que la caméra permet de voir un peu l'image en 3D, là. Mais dans le fond, tu vois un mouvement de gauche à droite ou de droite à gauche, dépendant dans quel sens on met l'image. Donc, c'est un peu ce qu'on va représenter ici.
pour la vue de dessus. Donc, c'est comme si on était sur le dessus, donc dans la région en vert ici. Tu regardes ta balle vue d'en haut, ben, tu vas la voir aller en ligne droite. Tu ne verras plus nécessairement les bonds parce que c'est dans la dimension qui t'est cachée, si tu veux. Alors, on a vu la vue de côté qui était la même que notre dessin, la vue de dessus qui est comme si on se met en haut de notre mouvement, et la vue de face qui est, j'ai ma planche ici, j'ai ma balle, et je m'en viens me mettre face à tout ça. Donc, toi, je vais te mettre face, en tournant ici ma planche, et à ce moment-là, c'est que je te montre la balle qui bouge comme ça. Donc, le mouvement avant-arrière, si je me mets vraiment parallèle, ça fait difficile, mais si je me mets vraiment parallèle, tu vois plus vraiment le mouvement avant-arrière. Tant que ça, ce que tu vois, c'est que ma balle, elle monte et elle descend. Donc, quand elle fait son bond, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Donc, ce que tu vois, c'est ce mouvement-là de la balle. Alors, c'est ce qu'on va dessiner ici. Ma petite balle en rouge. Et tu vas voir un mouvement qui monte et qui descend de la balle, tout simplement. Et la hauteur de ce mouvement-là est la hauteur de ce que nous avions ici. Même chose pour la vue de dessus. La largeur du déplacement, c'est la largeur de notre vue qu'on avait sur le côté. Donc, je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. Si ça te tente d'essayer les autres dessins, tu peux les essayer. On va se garder du temps en classe pour les faire, mais si le cœur t'en dit puis que tu as le temps, tu peux essayer de compléter les autres dessins à ce moment-là et nous, on va regarder ça ensuite en classe ensemble.